Attention, la vidéo qui va suivre peut être psychologiquement dure. Il est conseillé aux jeunes ainsi qu'aux personnes potentiellement dérangées par les troubles mentaux de ne pas regarder cette vidéo. Bienvenue dans l'étrange roulette de la vie. De votre naissance à ce qu'il se passera dans une minute, certains événements se produisent sans pouvoir être contrôlés. Des événements qui peuvent laisser des traces. Qui allez-vous être? Comment allez-vous réagir aux choses? Ces choses, toutes seront reçues et interprétées par votre cerveau. Pour certains, cet organe peut être initiateur et créateur de grandes choses, des formules mathématiques les plus complexes aux œuvres d'art les plus vertigineuses. Pour d'autres, le cerveau n'est que prison, torture, bourreau. Si quelque chose venait à dérailler, celui-ci serait en mesure de changer votre perception ou votre vie à jamais. Plongez avec moi dans l'immense étrangeté de celui-ci et découvrons ensemble de quoi ce maître du jeu est capable. Après le syndrome de Cotard, voilà que nous repartons à nouveau explorer les recoins du cerveau humain. Le sujet d'aujourd'hui sera moins morbide, mais il n'en reste pas moins terrible pour les personnes atteintes ainsi que pour leurs proches. Aujourd'hui, nous allons encore évoquer un syndrome, ou plutôt rapidement des syndromes, car plusieurs entrent dans la même catégorie, bien qu'un va plus attirer notre attention que les autres. J'imagine que pour vous, que ce soit votre famille, conjoint ou amis, vos proches font sûrement partie des choses les plus importantes. Ces proches sur qui vous pouvez compter. Ces proches avec qui vous aimez passer du temps. Alors si j'ai juste, imaginez que tout à coup, l'impression qu'ils sont des imposteurs commençait à vous envahir. Sans savoir pourquoi, vous êtes persuadé qu'ils ne sont pas ceux que vous avez connus, persuadé qu'ils ont été remplacés. Arrivez-vous à l'imaginer? Eh bien, cette petite mise en scène concerne le syndrome principal dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai nommé le syndrome de Capgras. Étant donné que ce syndrome va parler de reconnaissance et d'identification des personnes, j'aimerais de suite évoquer quelque chose. La reconnaissance d'une personne est basée sur plusieurs points. Son visage, certes, est sûrement le point auquel les gens penseront le plus, et c'est tout à fait normal. Le visage permet de reconnaître quelqu'un. Souvent, il nous arrive même d'avoir l'impression d'avoir déjà croisé quelqu'un uniquement grâce à son visage. Mais ce n'est pas tout. La voix entre aussi dans la reconnaissance, que ce soit le ton, les intonations, le timbre ou encore la façon de parler. Si demain, quelqu'un ressemblait trait pour trait à l'un de vos proches, mais avait une façon de parler et une voix complètement différente, vous douteriez. Ensuite, nous pouvons également parler de l'attitude, la façon de marcher, les mouvements, la façon de se tenir. Tout ça aussi sont des choses qui, inconsciemment, entrent en compte dans la reconnaissance d'une personne, et dans ce qu'une personne dégage. Ce principe même de reconnaissance est comme acquis pour nous. Personne n'y pense au quotidien, et cette chose semble ne jamais pouvoir flancher. Pourtant, avec un petit peu de recul, nous savons déjà que des troubles touchant le cerveau sont en mesure de venir perturber tout ça, comme par exemple avec la maladie d'Alzheimer. Où je veux en venir, c'est que si nous n'y pensons jamais, le fait de reconnaître une personne ou d'être sûr de son identité n'est en réalité pas fiable à 100%, ni éternellement acquis, car des lésions cérébrales ou autres soucis peuvent venir perturber le lien entre ce système d'identification et notre cerveau. Dans le cas du syndrome de Capgras, comme dit plus tôt, votre proche vous semble avoir été remplacé par un sosie, ou un imposteur. Ce sosie est physiquement parfait, tellement parfait que vous devriez justement vous rendre compte que c'est bel et bien votre proche. Mais vous n'y arrivez pas. Vous continuez d'être persuadé qu'une supercherie se déroule tout autour de vous. Au niveau de la reconnaissance, que ce soit un ami, un parent ou autre, vous ne confondez pas la personne avec une autre. Pourtant, votre cerveau vous dit qu'il n'est pas véritablement celui que vous connaissez. Vous le reconnaissez, mais vous ne l'identifiez pas. D'où cette petite explication et ce petit passage sur la reconnaissance. Reconnaître ne veut pas dire identifier. Et comme pour ma précédente vidéo, avant d'aller plus loin dans le sujet, et l'introduction étant terminée, revenons rapidement sur l'histoire de ce syndrome. C'est en 1923 que Joseph Capgras décrit avec son interne Jean Reboul-Lachaud le cas d'une patiente de 53 ans qu'il nomme Madame M. Présentant un type de délire un petit peu particulier, cette femme, pour vous la faire courte, pensait que de nombreuses personnes de son entourage avaient été remplacées par d'autres. Ce syndrome, d'abord appelé l'illusion des sosies dans un délire systématisé chronique, deviendra ensuite, suite à la proposition du professeur Levi-Valency en 1929, le syndrome de Capgras.
Et maintenant, pour entrer un petit peu plus dans le détail, l'histoire de Madame M débuta en juin 1918, alors qu'elle se rendit au commissariat de police de son quartier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour dénoncer la disparition d'un grand nombre de personnes, surtout des enfants, qui seraient apparemment enfermés dans sa cave ainsi que sous toute la ville de Paris. Madame M pouvait selon elle entendre les enfants crier depuis sa cave et appeler leur mère. Évidemment, vous vous doutez bien que rien n'était réel. Le surlendemain, Madame M est internée à Sainte-Anne, lieu qu'elle quittera au printemps 1919, soit presque un an plus tard, pour se rendre à Maison-Blanche, l'endroit où elle sera suivie par le professeur Joseph Capgras. Et si le cas de Madame M prit de l'ampleur, ce n'est non pas suite à ses délires concernant de potentielles personnes enfermées sous Paris, mais bien parce qu'elle était également persuadée que des personnes de son entourage proche, telles que son mari ou sa fille, avaient été remplacées par des sosies, mot qu'elle utilisera elle-même pour parler d'eux. D'ailleurs, comme vous vous en doutez sûrement, tout est parti de quelque chose. Ces pensées ne sont pas venues seules. Et malheureusement, Madame M n'a pas été vraiment gâtée par la vie. Durant sa vie, Madame M avait mis 5 enfants au monde, dont 4 étaient morts en bas âge. Selon son mari, les soucis psy de sa femme se sont manifestés en 1906 à la mort de ses jumeaux, et c'est suite à ce douloureux événement que Madame M fut sujette à des idées de grandeur. Elle était par exemple persuadée d'être une descendante directe du roi Henri IV, et souhaitait désormais être appelée par ce qu'elle considérait comme être son véritable nom, Mathilde de Rio Branco, héritière d'une immense fortune. Elle était persuadée que son héritage lui avait été volé par ses ennemis, dévoilant ainsi un autre point, celui des idées de persécution, et faisant ainsi entrer dans son quotidien les idées d'enlèvement, de disparition ou encore de substitution. Par exemple, pendant son internement à Maison-Blanche, celle-ci expliqua que certains de ses enfants avaient été selon elle subtilisés à la naissance, et remplacés par d'autres qui furent ensuite empoisonnés. C'est suite à ça qu'elle eut un jour une crise durant laquelle elle ne reconnut plus sa fillette et donc son seul enfant encore vivant. Madame M fut donc persuadée à nouveau que quelqu'un l'avait enlevée pour la remplacer par d'autres. D'autres, oui, car ici, les doubles étaient plusieurs et ils se substituaient les uns aux autres de manière continuelle. Cette idée, suite à sa crise, elle la retrouvera également avec son mari. Madame M était persuadée que son mari avait été assassiné et remplacé par un autre, la poussant ainsi à déposer une demande de séparation auprès du tribunal. Plus tard, le délire s'étendit même aux gens qu'elle côtoyait à Maison-Blanche. Ainsi, elle se mit donc à voir des sosies de docteurs, d'infirmiers ou encore même d'autres malades. Parfois, elle parlait même de bandes de sosies, comme s'ils étaient tous membres d'un groupe s'amusant à jouer avec elle. Et tout aurait été peut-être moins intriguant pour les médecins si elle voyait des sosies un petit peu partout, que ce soit dans la rue, à la télévision, dans sa vie privée, mais ce ne fut pas le cas. Et ce détail frappa d'ailleurs Capgras et son interne. Madame M ne voyait que des sosies de gens qu'elle connaissait. Les inconnus donc n'avaient jamais de double, et quand un inconnu devenait un proche ou quelqu'un de son entourage, celui-ci se voyait rapidement remplacé. Mais laissons un petit peu Madame M de côté et revenons sur ce point que je viens d'évoquer. Les personnes atteintes du syndrome de Capgras ne doutent que de l'identité de leurs proches. Étant donné que ces personnes savent de qui le sosie est le double, il n'y a donc aucun souci dans le processus de reconnaissance des visages. Sinon, ils ne reconnaîtraient pas leurs proches et on parlerait par exemple de prosopagnosie, un trouble qui empêche de reconnaître ou différencier les visages humains. Non, ici le problème est plutôt lié à l'identification qu'à la reconnaissance. Pour Capgras, identifier consiste à établir un rapport de concordance entre la perception et les souvenirs associés à la personne faisant l'objet de cette perception. Grâce aux souvenirs, des émotions apparaissent et permettent au cerveau d'identifier la personne. Selon Capgras toujours, la création des sosies serait donc plutôt liée aux sentiments. Madame M, suite à ses psychoses, ressentait lorsqu'elle voyait ses proches un fort sentiment d'étrangeté. Ainsi, en ne ressentant pas les émotions qu'elle devait habituellement et normalement ressentir en voyant un proche, celle-ci trouvait donc comme justification inconsciente qu'il n'était pas celui dont l'apparence le laissait croire. C'est donc à cet endroit que se trouve précisément l'anomalie. Le cerveau ne reçoit pas l'émotion attendue en voyant un proche, entraînant ensuite une réaction en chaîne. Pour vous permettre de souffler suite à cette partie un petit peu complexe, je pense qu'il est également important de parler de la situation difficile à laquelle les proches sosifiés font face. Pour faire à nouveau le lien avec l'histoire de Madame M, son syndrome l'a poussée à demander le divorce. Dans d'autres cas, les relations familiales amoureuses ou amicales deviennent encore plus compliquées. Dans la littérature scientifique, des cas d'homicide ont même été remontés. Des personnes atteintes voulant se débarrasser des sosies auraient inconsciemment assassiné l'un de leurs proches. Bien qu'apparemment la haine et la crainte du sosie toucheraient plus les cas psychiatriques que les cérébraux lésés, il est tout de même difficile de savoir et de prévoir comment pourrait réagir une personne atteinte.
La phrase que je viens de dire laissait donc supposer qu'il existait deux cas différents d'apparition concernant le syndrome de Capgras. Dans le premier cas, celui des patients dits cérébro-lésés, ce syndrome pourrait survenir suite à une lésion cérébrale. Certains cas documentés ont par exemple été atteints par ce curieux petit syndrome, comme l'appelait Joseph Capgras, suite à un traumatisme crânien ou encore un accident de la route. Pour les troubles psychiatriques, la schizophrénie par exemple est le trouble le plus fréquemment rapporté en association au syndrome de Capgras. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention sur deux choses concernant ce syndrome. Premièrement, ce syndrome a permis de démontrer que le système d'identification ne fonctionnait pas de la même façon avec un proche et un inconnu. Mais il permet également de lier émotion et identification. Et comme dit un petit peu plus tôt, si pour nous ce système est inné, simple et établi, pour notre cerveau, le processus est bien plus complexe. Deuxièmement, tout comme le syndrome de Cotard, le syndrome de Capgras est lui aussi plutôt rare. Les études se font au compte-gouttes et tout n'a sûrement pas été trouvé concernant ce syndrome. Parfois, les cas et symptômes diffèrent. Certains souffrent même de cas encore plus rares du syndrome de Capgras, tels que l'auto-Capgras, une forme rare que j'évoquerai un petit peu plus tard. Mais plutôt que de continuer à énumérer des informations scientifiques complexes, faisons une pause pour évoquer des cas réels de personnes atteintes du syndrome de Capgras. Ainsi, vous serez en mesure de voir les différences possibles concernant ce syndrome ainsi que les formes plus rares. Pour le premier cas, nous allons parler de David. David est un jeune Américain et alors qu'il revient d'un voyage au Mexique, celui-ci est victime d'un grave accident de voiture qui le plonge dans le coma durant 5 semaines. Lorsqu'il se réveille, ses parents sont à son chevet. Pourtant, David est persuadé qu'ils ne sont que des sosies. Pour lui, le double de son père conduit mieux et celui de sa mère cuisine mieux que sa vraie mère, ce qui lui sert à justifier cette idée de sosie. Son neurologue, le docteur Ramachandran, a suggéré que son syndrome était apparu suite à une déconnexion entre deux zones clés du cerveau, l'aire fusiforme des visages ainsi que l'amygdale. La première permet de reconnaître la personne, tandis que la seconde, elle, est liée à la réponse émotionnelle. La déconnexion de ces deux zones indispensables viendrait donc brouiller ce processus complexe d'identification des proches. Mais je n'ai pas trouvé de confirmation suite à cette suggestion et hypothèse du neurologue quant à l'apparition du syndrome chez ce jeune homme. David est donc un cas atteint du syndrome de Capgras suite à une lésion, et donc un cas cérébro-lésé. Et si j'ai choisi ce premier cas, c'est parce qu'il illustre plutôt bien ce que j'ai dit plus tôt, permettant ainsi de mettre une situation réelle sur ce que je viens d'expliquer. Son cas est un cas plutôt classique d'un patient atteint du syndrome de Capgras en réalité, et étant donné que le cas n'est pas psychiatrique mais bien lié à une lésion, David ne possède pas, contrairement à Madame M, d'idée de grandeur ou de persécution, ni même de haine envers les sosies. Il est persuadé que ses parents ont été remplacés, mais il ne montre aucun signe d'agressivité envers eux. Mais maintenant, nous allons aborder des cas un petit peu plus rares du syndrome de Capgras, des cas dont les symptômes ne concernent pas que les proches. Le deuxième cas que je souhaitais évoquer est lui plus particulier. Pour le contexte, c'est en 2016 dans la revue NeuroCase que des neurologues américains rapportent le cas d'un homme de 71 ans atteint d'une forme rare et différente de Capgras. Depuis des années, cet homme souffre de troubles de la mémoire et d'un déclin des fonctions cognitives. Ces symptômes seraient apparus suite à un licenciement inattendu, lui valant ensuite tout un tas de soucis tels que des troubles du comportement ou des périodes de manque d'hygiène personnelle. C'est 6 ans plus tôt, et donc en 2010, que cet homme fait savoir à sa femme que la maison est surveillée. En plus de ça, les gens s'arrêtant sur le parking de stationnement proche de chez lui étaient pour lui des agents du FBI. Vous vous demandez peut-être où je souhaite en venir, car pour l'instant, Capgras n'est toujours pas présent dans les symptômes de cet homme. Ce cas pourrait pour le moment rappeler Madame M, qui imaginait que des enfants étaient enfermés sous la ville de Paris. Ici, le patient ne souffrait pour le moment que de délire. Mais c'est peu de temps avant la publication de l'article que l'homme présenta de nouveaux symptômes. Tout à coup, celui-ci fut persuadé que son chat avait été remplacé par un autre. Selon lui, physiquement les deux chats se ressemblaient beaucoup, mais leurs personnalités n'étaient pas les mêmes, renforçant ses idées d'être observé par des agents du FBI. Notre homme, ici, était persuadé que ce nouveau chat complotait contre lui. Ce qui est étrange ici, c'est que le patient ne prend pas sa femme pour un sosie. Pour l'expliquer, cet homme est atteint en réalité d'une variante très rare du syndrome de Capgras. N'étant pas le premier, ce cas est arrivé à d'autres, avec leurs perroquets, chiens ou encore canaris. Néanmoins, tous les cas jusqu'à celui-ci avaient été atteints par cette variante suite à des troubles psychiatriques. Or, l'homme que j'évoque ici est atteint par ce syndrome suite à de nombreuses lésions cérébrales, rendant ainsi ce cas encore plus exceptionnel et rare. Pour aller un petit peu plus loin, durant mes recherches, je suis tombé sur un autre cas, celui d'un patient atteint de l'auto-Capgras comme évoqué plus tôt, une forme encore plus rare de ce syndrome. Cette personne était incapable de se reconnaître dans le miroir.
Il voyait la ressemblance, mais ne comprenait pas qu'il s'agissait de son propre reflet. Et si vous êtes un petit peu perdu, c'est normal. Au début de cette vidéo, j'ai dit que le syndrome de Capgras consistait en croire qu'un de ses proches avait été remplacé par un sosie. Pourtant, les deux derniers cas que je viens de citer concernent un animal et le propre reflet de la personne atteinte. Et c'est là toute la difficulté de ce syndrome en réalité. S'il reste très rare, la base la plus fréquente de ce syndrome concerne bel et bien les proches, mais d'autres cas encore plus rares de Capgras peuvent donc toucher les animaux ou encore son propre reflet, rendant ainsi la prise d'informations et l'étude de ces cas difficile étant donné leur nombre encore plus réduit. De plus, différentes causes peuvent favoriser l'apparition de ce syndrome. Que ce soit une lésion cérébrale ou un problème psychiatrique, la réelle difficulté pour les médecins est que le syndrome de Capgras touche en réalité plusieurs domaines différents, comme la neurologie ou encore la psychiatrie. Vous l'aurez compris, ce syndrome est complexe, en plus d'être rare. Les informations trouvées concernent donc souvent les mêmes cas, mais grâce à ce syndrome, des recherches ont pu être faites et des réponses apportées sur le fonctionnement du cerveau face à un visage familier. Et pour refaire le parallèle avec le début de vidéo une fois de plus, si vous vous souvenez bien, j'ai dit que j'évoquerais plusieurs syndromes. Rassurez-vous, je ne dirai que quelques mots là-dessus. Capgras étant déjà assez complexe, je ne souhaite pas vous faire perdre le fil. Mais la chose à savoir est que le syndrome de Capgras est plus ou moins le chef de file d'un groupe de syndromes qui se nomment les syndromes délirants d'identification, comme avec le syndrome de Fregoli par exemple, syndrome dont les personnes atteintes sont persuadées que quelqu'un se déguise et change d'apparence pour sans cesse les persécuter, ou encore le syndrome d'intermétamorphose et de charme. Mais je ne m'attarderai pas plus sur cela, car, qui sait, peut-être qu'ils viendront dans une future vidéo. Au moins vous savez qu'ils existent et je me devais de les citer. Capgras n'est pas le seul, et notre cerveau peut dérailler de différentes manières concernant l'identification. Maintenant pour finir, je me dois de parler rapidement du traitement. Après avoir épluché quelques articles, j'ai pu voir que chez certaines personnes atteintes, un traitement à base d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques avait fonctionné, faisant ainsi disparaître l'idée des sosies. Mais en réalité, très peu des articles que j'ai lus ne parlent de guérison ou d'un éventuel traitement. Et contrairement à ma première vidéo sur le syndrome de Cotard, je suis ici incapable de vous dire s'il existe un traitement générique et fonctionnel à 100%. En plus de ça, j'imagine que le traitement ne fonctionne pas de la même façon si le syndrome est survenu suite à un problème psychiatrique ou suite à une lésion cérébrale. Pour conclure, je dirais tout simplement que ce syndrome n'a sûrement pas fini de faire parler de lui. Grâce à lui, certaines zones d'ombre du cerveau se sont expliquées, notamment sur le processus d'identification. Mais étant donné qu'il reste assez peu documenté contrairement à d'autres syndromes, j'imagine que les médecins sont encore en mesure d'apprendre un tas de choses sur celui-ci et ses sous-branches. Pour moi, cette vidéo a été bien plus difficile à réaliser que celle sur le syndrome de Cotard. Tout d'abord car ce syndrome est bien plus complexe à vulgariser et à étudier, mais également car je n'ai pas pu trouver d'histoire aussi accrocheuse que celle de Dead, évoquée dans ma première vidéo. Pour la prochaine, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il ne s'agira pas d'un syndrome. J'avais envie de changer un petit peu en proposant un autre sujet. Mais rassurez-vous, nous resterons dans les défaillances du cerveau humain en allant explorer un autre recoin de celui-ci. Un recoin tout aussi étrange.